présenter la 23e leçon du module Programmation avancée qui s'intitule Diviser pour régner ou résoudre. Donc les deux termes sont utilisés. En anglais, Divide and Conquer. Alors, cette approche, comme son nom l'indique, quand elle a en paramètre un certain ensemble, elle va essayer au fait de le découper en des partitions et puis de se relancer au fait récursivement sur chaque partition. On a déjà vu au fait l'algorithme tri par partition fusion. On a déjà vu l'algorithme tri rapide. Alors l'algorithme tri par partition fusion, il va prendre la médiane d'un certain tableau. Il va trier par partition fusion la première partition, la deuxième partition, et il va les fusionner. Donc c'est une approche divisée pour résoudre. Alors, le tri rapide, lui, il cherche un pivot d'une manière aléatoire, rappelez-vous. Donc, ces deux algorithmes suivent l'approche divisée pour régner, ou pour résoudre. Alors, donc, il est très clair que plus on divise un problème, mieux c'est pour le résoudre. Donc, plus il devient facile. Et d'où, au fait, la réduction du problème et donc la convergence. À condition qu'à un moment donné, le problème devient très petit, qu'il n'y a plus besoin, en fait, de faire des appels, au fait, récursifs, et donc de pouvoir le traiter dans un temps qu'on peut calculer. Donc, c'est l'arrêt, au fait, de la récursivité. Donc, notre leçon se décompose de la manière suivante. Tout d'abord, quelques définitions. Ensuite, des exemples d'application de l'approche divisée pour résoudre. Et enfin, une synthèse. Alors, commençons tout d'abord par quelques définitions. Alors, qu'est-ce qu'un algorithme divisé pour résoudre? Un algorithme divisé pour régner ou pour résoudre, il subdivise le problème en des sous-problèmes séparés. Donc, première étape, on va avoir une certaine stratégie pour pouvoir partitionner le problème. Alors, de partie, cas partie, selon en fait le contexte de notre problème. Alors, après avoir partitionné notre problème en cas partition, la deuxième étape en fait consiste à résoudre les sous-problèmes. Donc, une fois on a les cas problèmes, on va les résoudre. Donc, diviser. Donc, en fait, on avait un gros problème qu'on a divisé, au fait, en cas partition, etc., etc., etc. Puis maintenant, donc ça, c'est la première étape. Et la deuxième étape, au fait, on va prendre chaque problème, on va le traiter, le résoudre. Alors, si on a séparé le problème initial en sous-problèmes, et on a pour chaque sous-problème effectué une résolution, la troisième partie consiste à combiner les solutions des sous-problèmes en solution finale. C'est-à-dire que ici, pour le problème 1, on aura S1, le sous-problème 2, on aura S2, le problème K, on aura une solution K. Donc ça, ce n'est pas les solutions globales, c'est des solutions partielles, ou des sous-solutions. Alors, l'étape 3, elle consiste en fait à réutiliser les solutions SI de telle sorte en fait à avoir la solution de notre problème initial. Donc, si je répète, notre problème, on va la séparer en cas problème. Donc, ça, c'est la division. Ensuite, on a résolu chacun de ces problèmes et ça nous a donné des sous-solutions, donc les solutions au problème. Donc, c'est la résolution ou résoudre. Et puis ici, au fait, en 3, on va récupérer les cas solutions et on va les fusionner. Alors, selon le contexte, cette opération de fusion, selon le contexte, ça peut être une opération arithmétique, ça peut être une fusion. S'il s'agit de tri, par exemple, pour le tri rapide ou par partition fusion, on découpe
le tableau en deux sous-tableaux, donc K est égal à 1. On va trier chacun de ces sous-tableaux, donc résolution. Et puis en fait, on va fusionner. Hein. Alors, pour le tri rapide, on va concaténer. Donc, pour d'autres algorithmes, c'est d'autres types de fusion, hein, des algorithmes polynomiaux, arithmétiques ou autres. Hein. Alors, l'approche programmation dynamique que l'on nommera A1, pour dire la première approche, est ascendante bottom-up. Hein. Donc, rappelez-vous au fait, quand on a optimisé les équations récurrentes, hein, par exemple la fonction binomiale qui calcule le nombre de combinaisons P parmi n, ou quand on a calculé par programmation dynamique Fibonacci, donc on a cherché le graphe de tri topologique, on a constitué petit à petit les sous-solutions pour regrouper, pour retrouver la solution de notre problème initial. Ben, au fait, on est parti de quelques éléments et on a bâti la solution globale. Donc c'est de la programmation dynamique, elle est ascendante. Hein. Donc revenez à la leçon optimisation des équations récurrentes. Donc les itérations faites de l'approche par programmation dynamique résolvent de petits problèmes et combinent leurs solutions progressivement. Hein. Donc la programmation dynamique, elle définit initialement des petits problèmes, hein, qu'elle résout bien sûr. Elle va combiner ces petits problèmes, hein, jusqu'à trouver la solution. Hein. Donc elle, au fait, c'est ce genre de mécanisme au fait qu'elle déploie pour retrouver notre solution. Donc elle part des problèmes au fait initiaux, hein, donc qu'on connaît déjà par découpage au fait en tri topologique, hein, et elle retrouve au fait notre solution. Donc le découpage au fait, il ne se fait pas par récursivité, mais il est donné, le programmeur le calcule avant de commencer ses itérations. Hein. Alors, donc cette approche, c'est une approche par programmation dynamique. Notre approche, donc qu'on a appelée la deuxième approche A2, divisée pour résoudre, est descendante, top-down, hein, récursive et symétrique à 1,1. Hein. Donc si cette approche-là, donc ça c'est de la programmation dynamique. Hein. Donc, si on regarde, si on essaie de l'inverser en quelque sorte, hein, ben, au fait, on va retrouver notre approche divisée pour résoudre. Hein. Donc, ce sont des approches, au fait, totalement symétriques. Une est descendante, l'autre est ascendante. Donc, divisée pour résoudre. Alors, la complexité. Hein. Donc, soit dn, le temps de division. Donc, ici, au fait, on va diviser le problème en sous-problèmes. Et donc, il y aura un temps de division, bien sûr. Hein. Rn, temps de résolution. Donc, quand il y a, au fait, donc ici, c'est dn, qui calcule au fait le temps de ces divisions. Rn, le temps de résolution. Hein. Alors, après, on va fusionner ces différentes solutions pour avoir au fait notre Tn, donc le temps de calcul global. Hein. Alors, soit A, B et C des constantes. Alors, si n, donc la taille du problème, est supérieure à une certaine constante, hein, donc on a dit au fait qu'on va diviser, subdiviser, subdiviser notre problème jusqu'à atteindre un problème de taille au fait minime qu'on peut résoudre sans appel récursif. Ok? De la même sorte au fait que l'on a calculé pour le tri, hein, par exemple tri par partition fusion, on a subdivisé, trié ça, alors pour trier ça, on a resubdivisé, on a encore resubdivisé, etc. On a encore resubdivisé jusqu'à ce qu'on retrouve en fait un élément. Hein. Donc là c'est un seul élément, là c'est deux éléments, là c'est quatre éléments, etc., etc., bien sûr.
Donc, dès lors, en fait, quand on tombe sur un élément initial, là, il n'y a plus de subdivision, on va calculer. Ok. Donc, c'est le C, au fait, c'est ce C-là, donc, qu'on appelle, au fait, la taille du problème, non divisible, au fait. Donc, si n est supérieur, au fait, à cette taille, alors, en fait, pour calculer, diviser pour résoudre pour un problème de taille n, en fait, on subdivise notre problème en B sous-problème. Donc, en fait, pour calculer notre problème, on le subdivise en A sous-problème, et chaque sous-problème, en fait, il est de taille n sur B. Alors, dn, c'est la fonction de la division, et Rn, c'est la résolution. Donc, pour un certain problème de taille n, on va avoir, au fait, un problème de taille n sur b. Bien sûr, quelquefois, a est égal à b, bon, c'est un cas particulier. Et on a donc la fonction de division et la fonction de résolution. Rappelez-vous, au fait, pour le tri par partition-fusion, on divisait toujours le problème sur 2, donc on avait des problèmes de n sur 2 éléments, moitié-moitié, et on avait ici deux fois un problème de n sur 2, donc le temps en fait c'était 2 fois t de n sur 2, le temps de division c'est trouver la médiane qui était en coût constant parce qu'il s'agissait de faire, rappelez-vous, début plus fin sur 2, c'était en coût constant, une addition plus une division, et puis la résolution en fait, résoudre en fait le problème, c'est au fait pouvoir en fait fusionner ces tris-là. Et donc fusionner ces tris, c'est très simple. C'est linéaire. Donc rappelez-vous, revenez aux algorithmes de tri et aux tri au fait rapide et par partition-fusion. Alors ça, c'est si n est supérieur à c. Si n maintenant est inférieur strictement à c, en fait, c'est en coût constant. Trier un tableau d'un seul élément, ça revient en fait à renvoyer cet élément parce que un tableau d'un seul élément, un singleton, est par définition déjà trié. Donc voilà, ça ressemble. L'équation de calcul de complexité d'un algorithme de résolution par l'approche diviser pour résoudre. Alors là, en fait, on peut utiliser notre algorithme, notre théorème maître qu'on a vu précédemment. Bien sûr, quand on spécifiera dn et Rn, on verra sur des exemples. Alors, quelques exemples d'application de l'approche diviser pour résoudre. Alors, on va commencer par un problème de recherche de maximum. On dispose de n nombres désordonnés. On a n nombres, entiers ou réels. Notre problème, c'est que l'on veut rechercher le maximum parmi les n nombres. Donc on a n nombres, on veut trouver simplement le maximum. Alors comment aborder ce problème-là, appréhender ce problème-là avec notre approche diviser pour résoudre? Alors, un algorithme divisé pour résoudre, ou régner, serait de, premièrement, diviser les n nombres en deux sous-ensembles. Donc on a n nombres. N1, N2, ou mettons ici P1, P2, etc., Pn. Alors, première partie de la résolution, c'est de diviser. Donc on va diviser au fait nos n en deux sous-ensembles. Le premier de n sur 2 éléments et le deuxième au fait de n sur 2 éléments plus ou moins 1. Bien sûr, c'est n est pair ou impair. Alors, la deuxième étape, c'est de rechercher les deux maxima locaux M1 et M2. Alors, par le même algorithme qu'on va appeler récursivement, on va chercher ici quel est en fait notre max. On va trouver un M1. Bien sûr, par récursivité de ce même algorithme. On va rechercher ici M2, par le même algorithme en fait divisé pour résoudre. Et donc là, on a M1 et M2. La troisième étape, c'est de calculer le maximum de M1 et M2. Donc, ici, la résolution. Donc ici, c'est la division. Ici, c'est la résolution. On trouve max 1,
max 2. Et puis la dernière étape, c'est de trouver le maximum de 1 et M2. Hein. Donc ça, en fait, ça se fait en coût constant. Et on trouve, en fait, notre maximum de tout l'ensemble. Hein. Donc, première étape, on a subdivisé, la division. La résolution, elle se fait en deux sous-étapes. Première étape, c'est qu'on va résoudre le problème sur les deux sous-parties. Donc, on va calculer le maximum de cette sous-partie et le maximum de la deuxième sous-partie. Donc, on va trouver deux maxima locaux. Hein. Et puis, la dernière étape, qui est au fait la fin de la résolution, c'est-à-dire la fusion des deux sous-solutions, on va trouver le maximum. Donc, ça, c'est un coût constant. Et c'est ça. Hein. Au fait, si l'on schématise ça, c'est comme si on a, en fait, deux courbes comme ça. Hein. Notre subdivision, ça, c'est la première partie, au fait, du problème. La deuxième partie du problème. Hein. Notre M1, au fait, ça va être celui-là. Hein. Bien sûr, c'est sur cet axe Y. Notre M2, ça va être celui-là. Hein. Le maximum de M1, M2, c'est M2. Ben, au fait, c'est ça notre solution. Donc, nos maxima locaux sont M1 et M2. Et notre maximum global de toute la fonction, c'est M2. Hein, donc, par diviser pour résoudre. Alors, on a, par exemple, une séquence, 29, 14, jusqu'à 12. On va séparer la séquence en deux sous-séquences. Donc là, on cherche la médiane, hein, plus ou moins 1. Donc on a 29 jusqu'à 1 et 6 jusqu'à 12. On va trouver le maximum de S1 et le maximum de S2. Alors, on redivise encore une fois par le même algorithme. S11, donc 29 jusqu'à 14. S12, 15 jusqu'à 1. S21, donc la subdivision de la deuxième séquence, 6, 10, 32, 12. Hein? Etc., etc. Et on va trouver en fait notre maximum, notre sous-maximum en fait gauche, c'est M11, 29, et M12, 15, et notre maximum en fait global, c'est le maximum des deux maxima, et on trouve que c'est 29. Hein? De l'autre côté, on a encore une autre séquence. Du côté gauche, on a 10, du côté droit, 32, et on retrouve le maximum, c'est 32. Il reste à résoudre le maximum de 29 et 32, qui est 32. Hein? Donc notre maximum global, c'est 32. Hein? Donc on a trouvé au fait 19 d'un côté. Hein? C'est égal à M1. Hein? 32 égal à M2. Hein? Et là, au fait, c'est le même cas, c'est 32 à ce niveau-là. Alors là, ça illustre. Hein? On avait toute cette partition. On l'a découpée en deux. Hein? Et on a appliqué le même algorithme qu'on a redécoupé en deux, donc cette section. Le maximum. Donc là, en fait, c'est la constante C est égale à 2. Quand on trouve un problème de taille 2, ben on peut résoudre le maximum très rapidement. Bien sûr, de taille 1, c'est plus simple. Alors, le maximum de 15 et 1, c'est 15. Hein? Le maximum de 29 et 15, c'est 29. Et l'autre maximum, en fait, c'est 32. Donc, on retrouve que le maximum global, c'est 32. Alors, la complexité, ben, on applique notre formule générique. On découpe notre problème toujours en sous-problème. OK? Donc, en fait, B est égal à 2. Donc, le coût, en fait, de résolution pour un problème de taille n, c'est 2 fois le coût de résolution des sous-problèmes, donc 2 fois Tn sur 2. Le coût de décomposition, laissons-le, ou de division Dn, et de résolution Rn. Alors, la décomposition, la division, ben on calcule une médiane. Donc, c'est en coût constant, calcul du milieu d'un tableau. Une addition f plus d sur 2 pour trouver la médiane, coût constant. Alors, calcul du maximum de deux nombres. Une fois on a M1 et M2, on a appliqué l'algorithme récursif sur les parties qu'on a déjà comptabilisées ici. En fait, le reste de la résolution, c'est trouver le maximum de M1 et M2, et ça se fait en coût constant également. Donc si l'on remplace, on va avoir ici un 1, et ici un 1, et ici 2, Tn sur 2.
qui nous donne au fait 2 Tn sur 2 plus grand O de 1. Hein. Donc, si l'on se rappelle au fait du théorème maître, hein, qu'on a déjà vu, T de N, donc va s'écrire sous la forme A, T de N sur B, plus donc θ de N à la puissance K. Où K est égal à 0, donc là, 1. Donc on peut se permettre au fait de remplacer grand O de 1 par grand θ au fait de 1. Hein. Et donc A est supérieur à B à la puissance K. Vu que K est égal à 0, B à la puissance K est égal à 1. Donc A est égal à 2 et supérieur à 1. Donc ça s'écrit de cette manière avec cette contrainte-là. Alors, selon le théorème maître, on a T de N est égal à grand θ, ou θ plutôt, de N log base B de A. Alors B, nous on sait que c'est égal à 2. Donc en fait c'est N log base 2 de A qui est égal à 2. Log base 2 de 2 est égal à 1. Donc θ de N. Donc l'algorithme est linéaire. Donc intuitivement on sait que rechercher un maximum dans un ensemble, il est linéaire. Hein. Là on appliquait une méthode récursive par approche divisée pour résoudre. Et on retombe sur la même complexité. Donc finalement notre division pour résoudre est efficace parce qu'on ne peut pas faire moins que n comparaisons entre tous les éléments. Hein, à moins d'utiliser d'autres types abstraits de données qui est de construire un tas. Hein, mais déjà construire un tas, hein, c'est linéaire. Donc ça revient en fait, construire un tas linéaire puis rechercher sa taille qui est le max, qui est en coût constant, ça revient à faire du linéaire. Donc on ne peut pas faire mieux que linéaire pour un problème de maximum. Et là, on a donc prouvé l'efficacité de la méthode résoudre, diviser pour résoudre. Alors, on va aborder un autre problème qui est la recherche de maxima 2D. Donc là, c'est plus des maxima 1D, parce que là, en fait, là, c'est juste l'ordre, en fait. Le X, il représente juste l'ordre dans le tableau. Hein, à l'ordre 0, à l'ordre 1, à l'ordre 2, à l'ordre 3, etc. Hein. Donc c'est au fait un maxima 1D. Alors, rechercher un maxima 2D, hein, le problème s'exprime de la manière suivante. On a S qui est n couple. Alors, xi réel, yi réel. Hein. Le problème, c'est qu'on veut rechercher les maxima 2D, mxi et myi. Hein. Donc, un ensemble au fait de couples. Okay. Parmi les n couples, donc donnés en S, où, quel que soit xi appartenant à R, yi appartenant à R, on a xi est inférieur strictement à mxi, ou bien yi inférieur strictement à myi. Donc en fait, c'est un ordre partiel. Ce n'est pas un et qu'on a ici, c'est un ou. Donc, xi, tous les xi sont inférieurs strictement à mxi, ou bien, hein, parmi le yi au fait de ce point, xi, yi est inférieur à myi. Hein. Par exemple ici, si on prend ces deux points, par exemple ici, x1, y1, ici, x0, y0, là on a x1, nommons ça b et ça a, x1 est supérieur à x0, y1 est supérieur à y0, donc là, au fait, on a un et. Donc là, forcément, b, hein, il est, selon cette relation de maxima, il est supérieur à a. Hein. Mais là, c'est un et, donc c'est plus fort. Hein. On peut trouver un point ici C. Hein. Donc en fait, ici, on va mettre x2, y2. Hein. On sait au fait que x2 est supérieur à x0. Donc on peut dire au fait que c'est supérieur à A. Mais on a aussi y0 supérieur à y2. Donc on peut dire que A supérieur ou égal à C. Donc là, en fait, on a C supérieur ou égal à A. Et A supérieur ou égal à C. Donc on peut dire que A et C
sont deux maxima, en fait, pour les éléments inférieurs à A et C. Donc là, en fait, sont incomparables ou sont dans la même classe d'équivalence, hein, parce que on n'a pas x1 inférieur, par exemple, à x0 et y1 x1 supérieur à x0 et y1 supérieur strictement à y0. Donc là, b est supérieur à a, hein, mais a n'est pas supérieur à b. Alors que là, on trouve au fait qu'ils sont dans la même classe d'équivalence, donc d'égalité. A et C, donc c'est deux maxima. Donc celui-là est supérieur à A et A est supérieur à B. Ils sont deux maxima locaux par rapport à tous les éléments qui sont là. Donc on va voir par la suite. Alors, un algorithme divisé pour régner serait de 1. Diviser les n couples en deux sous-ensembles. Donc on a plusieurs couples, on va les découper en deux sous-ensembles. 2. Rechercher les maxima locaux. 2. Rechercher le maxima de cet ensemble et de ce sous-ensemble. Hein. Et puis, en troisième partie, comparer les maxima locaux. Hein. Alors, si S contient seulement un point, le maximum d'un point, c'est le même. Donc, on peut arrêter. Donc, on retourne ce point et c'est notre maxima 2D. Alors, si S contient plus d'un seul élément, on va trouver la ligne, au fait, orthogonale. Hein? La ligne orthogonale à l'axe des X qui sépare S en deux parties. Hein? La partie gauche, SG, et la partie droite, SD. De n sur 2 couplent chacun. Donc, en fait, on va séparer notre ensemble, au fait, de points 2D en deux sous-ensembles grâce, au fait, à une ligne. Donc là, en fait, on a la partie gauche et la partie droite. OK. Donc, refaisons le schéma. On a un certain nombre de points. On trouve, au fait, une ligne L qui va séparer notre ensemble S, hein, en SG, SD, chacun en fait de n sur 2 éléments de D. Bien sûr, les points peuvent être de Y négatif. Alors, on recherche les maxima de SG et SD. Hein, on divise en deux et on va rechercher en résolution les maxima de SD et SG. Et à la fin, donc, pour regrouper pour terminer la résolution, on va rechercher l'ordonnée maximale YD parmi les maxima. Hein, donc, par exemple, si ça c'est un maxima, hein, d'ordonnée au fait maximale. Et ça, c'est, voilà les maxima de la partie gauche. Hein. Et voilà, en fait, on a un seul maxima partie droite. Ben, en fait, on va rechercher. Donc ça, c'est au fait YD, hein, qui est le maximum, au fait, des Y, des maxima de la partie droite. Et on va, en fait, le projeter ici. On va éliminer parmi ces maxima ici. Donc, mettons ici A, B, C. Et ici, on a D. Donc, on a trouvé un seul maxima ici, maximum ici, et trois maxima ici. On va éliminer des maxima qu'on a trouvé ici, donc A, B, C, et on a trouvé D. On va éliminer tous les points dont Y est inférieur à YD. Parce que X ici, XD, est forcément supérieur à ce XC. Hein, et donc, YD est forcément supérieur à YC. Donc ici, il n'a plus lieu d'être comme un maxima. Et nos maxima ici vont être A, B et D. Donc, voilà. Ce sont des éléments de la même classe d'équivalence. On ne peut pas les comparer parce que ici, c'est Y qui prévaut. Ici, c'est X qui prévaut. Hein. Ici, c'est Y qui prévaut par rapport à D. Donc, ce sont tous des maxima. Alors, on a divisé notre ensemble en deux sous-ensembles. Hein, deux parts égales. Hein. On a trouvé, au fait, le point des maxima, au fait, de SD, tel que, au fait, son Y est maximum par rapport à tous les maxima, c'est P8. Et on a éliminé, au fait, parmi
les maxima de la partie gauche, les éléments maximum qui ont un y inférieur strictement à ce maximum trouvé ici. Hein? Et au fait, P3, il a un y inférieur à y4, donc on élimine. Et nos maxima vont être P1, P2, P8, P9 et P10. Hein? Donc de la même manière qu'on a fait ici pour éliminer notre C, qui avait au fait YC inférieur strictement à YD, hein, donc on peut pas, C ne peut pas être supérieur à D. Hein, donc son Y est petit, son X est bien sûr petit parce qu'on a divisé selon L qui est orthogonal par rapport à X. Hein, donc au fait X, C à éliminer et on va en fait faire l'union hein, en détruisant en fait les éléments de gauche qui ne respectent pas en fait, qui respectent, pardon, cette propriété de YC de la partie gauche, hein, inférieur à YD qui est au fait le maximum, donc YD, c'est le maximum de YI, hein, depuis les points XI, YI, XI et YI étant les maxima de la partie droite. Donc XI, YI, maxima de S droite. Alors, quelle est la complexité de notre algorithme? Donc, ici, on subdivise notre problème en deux sous-problèmes. Et le calcul du problème de taille n est deux fois le calcul d'un problème de taille n sur 2. Un coût de division et un coût de résolution. Le coût de division est linéaire, donc il faut calculer au fait la droite. Alors, pour calculer la droite, il faut parcourir tous les éléments hein, pour trouver au fait cette médiane. Parce qu'il faut trouver le minimum des x, le maximum des x, et faire leur médiane. Et trouver min et max, ça se fait linéairement. Trouver la médiane, ça se fait en coût constant si on a le min et le max. Mais vu qu'on n'a pas le min x et max x, on ne peut pas calculer ça. Donc, on parcourt une fois pour calculer min x, max x. On fait min x plus max x sur 2. Ça nous donne au fait une... Donc, là, l'équation de L, c'est min x plus max x sur 2. Hein? Donc ça est égal à x est égal à min x plus max x sur 2. Donc il se fait en coût linéaire. Alors le coût de résolution maintenant, c'est-à-dire qu'on a maintenant des maxima, hein? On va calculer le maximum des yi dans la partie droite. Donc si on a énormément d'éléments, n sur 2 éléments, ben, il faut trouver le maximum. Si tous, par exemple, on peut avoir des cas où les n sur 2 éléments sont maximum. Hein? Et on peut avoir le cas ici où tous sont des maximums. Hein? Donc finalement ici, parcourir ça pour trouver le maximum, c'est en n sur 2. Hein? On peut trouver également ici sont vides. Hein? On peut trouver tous les éléments ici, avec ici un seul élément. Hein? C'est-à-dire que la division en fait, pas ici, pardon, mais ici. C'est-à-dire qu'ici c'est un grand vide. On ne peut pas savoir que c'est dense ou pas dense. Hein? Donc, parcourir en fait les éléments ici pour trouver le maximum, ça peut être en linéaire dans le cas dégénéré. Dans le pire des cas, trouver hein, ça, et puis le projeter. Pour éliminer ça, bah, c'est du coût linéaire aussi parce qu'il se peut qu'on ait ici n éléments et là un seul élément. Donc l'autre cas dégénéré qui est et ici un seul cas. Donc de toute façon, la résolution se fait en linéaire. Donc ici, si l'on récapitule, ça fait 2 Tn sur 2 plus θn plus θn. C'est ça. Hein. Donc, c'est sous cette forme-là. Hein. Et en utilisant le théorème maître, ben, on trouve que θ de n à la puissance k, log de n, hein, où k est égal à 1, donc c'est n log de n. L'algorithme est en n log de n. Donc, en fait, ça revient en fait à faire un tri de nos éléments. Alors, on dispose de deux nombres a et b, de n bits, et on voudrait appliquer au fait, résoudre, diviser pour résoudre, pour faire la multiplication de a et b.
Alors, premièrement, on va diviser les n bits de chaque nombre en deux parties, de multiplier les parties et additionner les multiplications partielles. Donc, on a A et B, des nombres binaires. On va les subdiviser en deux sous-parties de n. Donc ça, c'est n bits. N bits, elle a n sur 2 bits, etc. Et on va effectuer cette multiplication. Donc A fois B, c'est AH, AL fois BH, BL. AH fois BH décalé de n bits plus AH, BL, AL, BH décalé de n sur 2 bits. Donc c'est quand on ajoute un 0 dans la multiplication décimale, on multiplie par 10. Et là, dans la multiplication binaire, on multiplie par 2. Et multiplier par 2 un nombre binaire, c'est le décalé à gauche de 1 bit. Donc là, en fait, voir n bits quand il s'agit de poids forts. Donc plus AL, BL, donc les deux derniers poids. Donc en fait, là, ça fait en fait AH, BH, plus AH, AL, plus BH, BL, on développe en fait notre multiplication, plus moins AH, BH, moins AL, BL. Et au fait, on a du AL, BL ici, et on a du AL, BL ici. Donc en fait, ces deux termes en fait vont être supprimés à plus ou moins le décalage, et on a 1, 2, 3 multiplications. Donc en fait, la complexité ici, on divise par 2, mais on a 3 multiplications. Le coût de division est en O de 1. Le coût de résolution est en O de n. Et on a cette forme-là. Par le même théorème maître, on retrouve n log b de a. Alors, a est égal à 3, b est égal à 2. On retrouve, au lieu d'une multiplication quadratique, n, on retrouve n 1,585. C'est-à-dire que diviser pour résoudre, maintenant, est plus efficace en fait que la méthode aveugle de multiplication. Donc là, on gagne en efficacité. Il existe d'autres algorithmes, par exemple de Graham pour le calcul d'enveloppe convexe, de Strassen pour la multiplication de matrices, de Voronoi pour calcul des plus proches voisins euclidiens d'un point. Donc là aussi, on peut utiliser du diviser pour résoudre. Alors, une synthèse. Dans un problème de taille n, divisé d'une manière intelligente, produit un algorithme divisé pour résoudre efficace. Donc, si on fait de la division intelligente. Rechercher les maxima de D se fait en L log de n au lieu de n carré. Multiplication binaire se fait en n 1.5 au lieu de n carré. Multiplication matricielle se fait en n 2,81 au lieu de n3. Donc là, on gagne en efficacité par rapport à la récursivité systématique ou aveugle. La parallélisation également, si les parties sont calculées parallèlement, donc la résolution se fait parallèlement, peut améliorer au fait notre approche en enrichissant la division par la parallélisation de la résolution des sous-problèmes. C'est-à-dire, non seulement on va partager, mais ces différentes parties vont être exécutées parallèlement si l'on peut. La parallélisation implique des coûts de communication des données et résultats intermédiaires. Alors, on a ici le temps de division, le temps de communication, le temps de résolution. Si l'exécution séquentielle, au fait, L0 T de n est égal à A fois T de n sur B plus le temps de division plus le temps de résolution, là, on remarque le temps de communication et on remarque que A disparaît. Parce qu'en fait, on ne va plus calculer, au fait, A, problème, mais on va calculer, au fait, une seule fois, par rapport à un processus processeur qui est parallèle à d'autres. Donc, en fait, on ne va pas calculer A fois le même problème, 1, 2, 3, etc. A. On va calculer un seul problème. Donc, le temps d'exécution, c'est le temps, en fait, d'un seul problème, de taille, en fait, n sur B. Et si n est inférieur à c, donc le problème est indécomposable, c'est en coût constant. Si l'on synthétise, diviser pour résoudre, c'est découper au maximum un problème pour mieux le résoudre, donc le rendre
plus simple. Et donc, on a vu plusieurs exemples. Pour plus d'informations, allez sur le site de Netuno et cliquez sur le lien Mednetu.